Hop, et bah, pas de problème. Vous avez vu de nouveau à 680 microsecondes. Ah, je n'ai pas posté depuis 2 semaines parce qu'en fait j'étais occupé à ce projet-là qui s'appelle Smart Gelo parce que bon, avoir un congélo c'est bien, avoir un Smart Gelo c'est mieux. C'est pas malin comme blague, mais bon. Au moins ça dit tout de suite ce que ça fait. Ça vous permet de gérer votre congélateur. Mais l'objectif c'était de continuer à prendre en main Go, que je pratique depuis maintenant 1 an sur un projet réaliste. Et je voulais qui coûte le moins cher possible en hébergement. Eh bien, par accident, le fait de vouloir réduire les coûts, ça m'a permis d'augmenter drastiquement les performances. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Allez, on démarre. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire, Il faut créer un compte, se connecter, ajouter des aliments, rechercher ces aliments. Qu'est-ce qu'on fait, on va créer un compte puisque c'est pour une démo ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre gros test allez, test.fr. En mot de passe, je mets n'importe quoi, on s'en fiche un peu tant que c'est facile à taper, ça c'est juste pour tester. On crée le compte. Quand on crée le compte, on est redirigé et on peut constater quoi donc? Qu'on a un joli petit cookie. Un joli petit cookie qui contient des claims. Ça aussi, il a fallu le pratiquer. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Jot.io. Alors JWT, souvent les anglophones ils prononcent ça Jot. Required only. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On copie et on colle le cookie qu'on a créé, qui comporte donc un token Jot qui a été envoyé. Bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est bien nous. C'est gros test, machin. L'issuer, c'est Smart Gelo, parce que j'ai appelé Smart Gelo, donc j'ai ajouté cet issuer. Ce cookie a été créé à 13h28 et il est valable jusqu'au 15 mai. Tiens. Ah non, c'est le contraire. Oui, bon, c'est d'abord issued at qui est le 15 mai à 13h28, c'est bien aujourd'hui. Il est valable pendant 1 mois. Voilà, l'avantage du cookie Jot, c'est que si quelqu'un décide, par rapport à un cookie normal, de changer l'adresse email d'une personne pour essayer de voir ses aliments, elle ne pourra pas parce que le token Jot aurait été bricolé. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum de sécurité. Ensuite, on arrive. Le gars, il n'a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il va se créer? Il va se mettre dans son congélateur un reste de pizza. La catégorie, ça va être quoi? Du coup, vous avez vu, il y a pas mal de catégories. Ça va être plat préparé. Et son plat préparé, il l'a mis ici, donc dans le frigidaire, dans son freezer. Aujourd'hui, il l'ajoute. Hop. Ah, il s'est trompé. Il voulait préciser que c'était une pizza, reine, tiens, par exemple. Hop, il peut sauvegarder. Il ajoute encore, on va ajouter juste n'importe quoi, histoire de voir aussi l'édition. Il est 13h29, c'est mon micro qui m'empêche de voir mon clavier. Ça, on va dire que c'est dans une catégorie veau. Je peux mettre veau aux olives, tiens, directement. Veau aux olives. Et regardez ça. Quand on a créé le premier aliment, déjà vous pouvez voir qu'il y a j'ai dû créer un middleware qui permet de vérifier que la personne est bien loguée en tant que gros test. Et quand on a créé tout à l'heure notre aliment, on va le voir sur le suivant, j'arrête pas de le retrouver, veau aux olives, on l'a mis aussi dans le frigidaire aujourd'hui. On pourra mettre hier, c'est pas grave. Voilà, bon. Sauf que je le trie par ID, c'est-à-dire comme lui il a un ID plus élevé en base, mais on pourrait trier par date, c'est pas un problème. Et voilà, et ensuite de là, vous pouvez voir que on a des performances de malade, c'est-à-dire qu'on est toujours en microsecondes. Là c'est la confirm box, et pour avoir créé cet utilisateur, cet aliment plutôt, comment est-ce qu'on l'a appelé? Vos olives. Vous savez quoi? Je vais, on va zoomer un peu. Le voilà, le vos olives. Ah, le post a été un peu plus long, ça prend un peu plus de temps. Ça a pris 5 millisecondes, mais quand même, des millisecondes. Quand d'autres interactions avec la base, imaginons qu'on fasse une recherche, on sait qu'on a au moins un plat préparé, c'est la pizza. Regardez, on va tout en bas. On va chercher dans la catégorie pizza, plat préparé, pardon. Hop. La requête, elle a été gérée, c'est du post, en 580 microsecondes. Est-ce qu'il nous retrouve notre pizza? Oui, c'est bien notre pizza reine. Vous avez vu? Alors on va se déloguer. Quand on se délogue, qu'est-ce que ça fait? Ça nous supprime le cookie. C'est un petit truc qu'il faudra que je remette les collections. On va se connecter. Voilà, on retourne sur la page d'accueil. On se connecte. Je vais prendre un utilisateur qui a pas mal de choses. Lui, il a pas mal de bouffe dans son congélateur. Hop, il se log. Rebelote, il n'y a pas de problème. C'est bien un nouveau cookie qui a été créé. Juste pour s'assurer que c'est bien quelqu'un d'autre avec de nouveaux claims. On le copie et colle. On voit bien que c'est Bob Smith qui a été logué. J'ai envie d'avoir issue ad avant. Son token, il a été créé le mercredi 15 à 13h32. Il est valable donc jusqu'au 14 juin. Pas de problème. Et on pourra ajouter d'autres choses. Si on a envie que le gars ait un rôle
d'admin ou de gestionnaire, j'en sais rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé à la mano. Et de là, si vous allez voir, bon, ça il a été redirigé vers ses aliments, voilà, il en a pas mal. Imaginons qu'à un moment donné, hop, lui aussi il a du veau aux olives, mais il l'a mangé. Alors il va le supprimer, hop, oui, vous supprimez. Oh non, finalement, je veux conserver parce qu'il m'en reste encore une part. Finalement, voulez-vous vraiment supprimer? Oui, je veux supprimer, j'en suis sûr. Voilà. Donc là, c'est du vanilla JavaScript. La requête en base pour obtenir toute sa nourriture. Bon, on n'est pas toujours en microsecondes, désolé, mais quand même. On n'est qu'à 1 milliseconde et demie alors qu'on accède à une base. Quand je vous disais, c'est par accident que j'ai fait cette application qui est bien plus performante que ça à quoi je m'attendais. C'était quoi l'accident en fait? C'est que, vous savez, quand on fait des projets perso, bien souvent, ils marchent pas. Hein. On va dire ce qui est. Dans 9 cas sur 10, votre projet perso, c'est vous qui l'utiliserez, vos proches, peut-être quelques personnes si vous avez un peu de budget marketing ou si vous avez réussi à faire buzzer. Mais dans la plupart des cas, votre projet perso, il vous aurait juste servi à monter en compétence sur une techno. Donc moi, je m'étais dit, il me faut une base de données, c'est sûr, mais j'ai pas envie de payer pour. Qu'est-ce qu'il y a comme base de données qui vous dispense de payer à côté, que ce soit du côté hébergeur, que ce soit du MySQL, du Postgre ou du MSSQL, ce que vous voulez? Eh bien, c'est SQLite. Et SQLite, souvent, ça passe, ou SQLite si vous préférez, SQLite, souvent, ça passe pour une petite base de données pas sérieuse qu'on n'utiliserait pas en production. Et pourtant, SQLite est super performant. C'est utilisé dans des milliards de devices, que ce soit des téléphones portables, des tablettes, il y a énormément de choses qui embarquent SQLite. Et l'avantage, c'est qu'avec SQLite, eh bien, vous avez votre base de données qui, sous forme de fichier, est embarquée dans dans votre application. Et ce qui est très pratique, ici dans le cas de Go, parce que ça fait partie de la stack que j'ai utilisée, c'est aussi pour ça que j'ai des performances bien meilleures qu'avec TypeScript. C'est également parce que j'ai réduit le temps perdu entre l'application et une base SQL qui serait sur un serveur externe. Alors est-ce que c'est une vraie base de données SQL? Eh bien oui, regardez, vous pouvez même utiliser toutes vos compétences. Et si vous n'avez pas de compétences en SQL, vous pouvez apprendre des compétences qui seront très proches ensuite de ce que vous aurez à mettre en œuvre avec des vraies, entre guillemets, bases de données, en tout cas plus utilisées dans le monde du web, c'est-à-dire Postgre ou SQL, même SQL et autres. Regardez, quand vous créez une table, c'est le même genre de syntaxe. Vous insérez des choses, c'est le même genre de syntaxe. Ensuite, vous utilisez cette base de données, c'est le même genre de syntaxe. Sauf, vous utilisez un pilote propre à SQLite. Et de là, vous faites vos requêtes SQL classiques, donc du select, du create, du read, du update. Vous faites des jointures, vous faites des likes, vous faites des order by. Vous avez des requêtes qui sont sécurisées du fait que elles sont protégées contre les injections SQL. Donc si la personne décide de mettre des saloperies à la place de l'email, eh bien ce sera bien considéré comme un paramètre d'email et pas comme une requête indépendante si quelqu'un essaie de faire une injection, etc. etc. L'autre avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de prendre un hébergement coûteux puisque vous n'avez pas besoin de prendre des bases de données. C'est vous qui fournissez la vôtre et vous interagissez avec elle avec un pilote. Et peu importe que vous utilisiez Go ou pas, ça marchera aussi bien avec Node et SQLite, Laravel et SQLite, Python et Django avec SQLite, ça marche sans problème. L'autre point important, c'est que je n'ai pas utilisé de framework côté front. Donc ça m'a obligé, si on regarde un peu comment c'est fichu, tout ça, dans Helpers, donc ça c'est mon petit fichier Helper, qui n'a pas de fichier Helper dans ses projets perso? Oui, c'est là. Donc j'ai essayé quand même de bien organiser les choses, côté JavaScript, côté nourriture. Quand je dois... je m'en fous. Voilà, c'est très bien qu'il m'ait mis ça. J'ai refusé d'utiliser des ORM. Pourquoi est-ce qu'on a des applications lentes? Parce qu'en fait, on n'arrête pas d'ajouter des couches d'abstraction. L'une des couches d'abstraction les plus fréquemment utilisées, en tout cas sur les réseaux sociaux dont YouTube, c'est des ORM. Des ORM, Object Relational Mapper, ou bien des ODM, Object Document Mapper, si vous utilisez une base comme MongoDB. Eh bien, j'ai refusé d'utiliser cette abstraction. Ouais, c'est peut-être pratique, mais chaque fois que vous ajoutez une couche d'abstraction, vous impactez vos performances. Franchement, est-ce que c'est si compliqué que ça? C'est pas ça que je cherchais. En tout cas, de faire des requêtes SQL comme on le faisait à l'ancienne, c'est pas si compliqué que ça. On fait des inserts, pareil, on prépare sa commande. On a sa commande classique, comme celle que vous taperiez dans une commande SQL. Vous la préparez et vous passez les différents paramètres. Bon, après là, c'est propre à Go, donc vous encombrez pas l'esprit avec ça. Côté front aussi, pas de framework. Bon, on va me dire, mais elle est toute simple, ton appli, elle fait que 3 pages. Mais il y a combien d'applications qui sont aussi simples que ça?
je peux ajouter 3, 4, 5 pages, aucun problème, parce que finalement, comment est-ce que je fais pour mieux gérer tout ce bazar? C'est que j'utilise des view models. Vous avez vu, pour ma page, ma homepage, j'ai un view model qui a juste besoin d'une page title et d'un email, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et pour mes data, ben, c'est un view model qui a besoin également des catégories d'items, et faute de catégories, c'est ligne 57, et également des full items, c'est ligne 56. Vous avez vu, donc ça sort pas d'un chapeau. Ça vient de la base de données aussi. Donc voilà, il fallait donc ces données sont propres à cette page, et donc ben, elles sont embarquées dans cette structure. Imaginez que c'est comme un objet en JavaScript, mais bon, c'est un struct en Go. C'est déjà une abstraction de moins, c'est le fait de ne pas utiliser d'ORM, donc des millisecondes de gagner. L'autre chose qui est bien, c'est qu'avec Go, il y a très peu d'abstractions. Il n'y a que des interfaces finalement. Il n'y a pas de classe, c'est pas un langage orienté objet. Hop, encore des abstractions en moins. Abstraction en moins, bah regardez, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Je retourne sur la recherche, je vais faire une recherche. Allez, je sais qu'il y a tout le monde, j'ai mis des plats préparés chez tout le monde. Eh bien, voilà, hein, je recherche ma nourriture par catégorie, et boum, requête vers la base de données, même pas une milliseconde, 733 millisecondes. Donc tout ça mis bout à bout, bien je sais pas moi, si je cherche par mot, par exemple, oh j'ai pas de cidre, il n'y a pas de jus de porc au cidre lui, ou de choses comme ça. Qu'est-ce que je peux y trouver comme aliment qui pourrait être cherché facilement? Allez, P, il y a deux mots, deux plats qui commencent au moins par P ou qui contiennent P. Hop, P, bah, pas de problème. Vous avez vu de nouveau, à 680 microsecondes, pas de doute, il fait des requêtes vers poulet et pâté. Et même si on veut des mots, une syllabe qui est dedans, on sait qu'on a un plat berrichon, par exemple. Vous voulez taper berry, hop, vous avez bien votre pâté berrichon. Requête, 612 microsecondes. Alors là, les observateurs bien attentifs, ou observatrices, ont remarqué que j'ai ce warning. Or, on ne doit rien pousser en production si on a soit des erreurs, soit des warnings. Mais bon, là, c'est ma seule entorse que j'ai fait à ne pas vouloir utiliser des choses toutes faites, c'est que j'ai utilisé Sweet Alert. Donc c'est une requête, c'est un avertissement propre à Sweet Alert. Il ne sait pas ce que c'est le type, le paramètre type et le paramètre foreground. Alors que moi j'ai utilisé Sweet Alert pour avoir ces jolies petites. Je retourne dans mes aliments. Vous savez, pour modifier, hein, elle est jolie, hein, ou supprimer, voilà, c'est Sweet Alert ça. Alors ça sera une évolution que je ferai, c'est qu'à un moment donné, je vais créer moi-même mes alertes, et comme ça j'aurais pas du tout besoin, c'est rien, niveau JavaScript c'est pas grand-chose, mais bon, j'avais envie de gagner un peu de temps, parce que mon projet il dérivait, et oui, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on voulait. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ces avertissements, c'est pas de mon fait, ça c'est dans la librairie Sweet Alert. Donc par accident, en voulant créer un petit POC qui me coûtera le moins cher possible, par accident, j'ai fait quelque chose qui est bien plus performant que ce à quoi je m'attendais. Également, ça m'aura permis, et ça sera le cas d'une autre vidéo, vous montrer tout ce que ça m'a appris de créer un petit projet que je voulais réaliste, c'est-à-dire dans l'esprit un peu linuxien, c'est-à-dire que je voulais un petit projet qui fasse bien les choses, mais qui fasse bien qu'une seule chose, c'est gérer votre frigo. Parce qu'évidemment, après, quand je l'ai fait essayer, ma femme me disait « Ah, mais ouais, ta recherche, elle est bien, mais moi, j'aime bien chercher par catégorie, parce que parfois, j'ai envie de savoir, est-ce que j'ai des fruits ou des légumes au congélateur ?» Ah, vous allez sur légumes. Ah, pas de chance, il n'y en a pas. Allez, on va en créer un vite fait. On va dire qu'il y a des haricots verts. Haricots verts qu'on a mis, c'est dans la catégorie légumes. Ils ont été mis, allez, on va dire peut-être le 2. On les ajoute, voilà, on a des petits haricots verts. Et si on recherche maintenant par catégorie, des légumes, voilà, on voit bien qu'il y a des haricots verts. Et toujours avec, là, il a dépassé pour sa recherche les 1,4 millisecondes. Peut-être que je mette un cache. Hein. Je vais chercher autre chose. Poulet, par exemple, il y a du poulet. Si je repasse sur légumes, combien de temps ça va prendre? C'est bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi parfois une même requête peut prendre 2 fois plus de temps. Bon, on est toujours sur des unités de mesure qui sont pas ordinaires pour du développement web. Pas de framework, pas d'ORM, pas de framework côté front. Tout fait à la mano à l'ancienne. Bon, quand même pas tout à fait à l'ancienne. J'ai utilisé, simplement j'ai quand même utilisé de la sync await. Bon, là, j'ai utilisé un then dans le genre événement imprévu. Étrangement, le fait d'utiliser un like avec des caractères spéciaux, eh bien, une fois intégré dans le back-end, ça marchait pas. Ça m'a fait peur de perdre des heures. Et même GitHub Copilot n'a pas réussi à m'aider. C'est pas Copilot, c'est ChatGPT. À un moment donné, je dis, je bute. J'aime pas utiliser les IA quand j'apprends de nouvelles stacks. Je préfère souffrir pour que ça reste. Mais bon, au bout d'un moment, je trouvais pas.
ChatGPT qui me trouve la façon de bien intégrer des likes. Bon, je vous montre concrètement. Hein. Puis à passage, l'occasion de nous faire une petite démo de SQLite. Voilà, SQLite, vous lancez SQLite, vous avez votre interface. Vous voulez utiliser une certaine base de données, moi je l'ai appelé Food Manager, c'est .open Food Manager. Au passage, si vous avez envie d'avoir un petit tuto de 15 minutes sur SQLite pour être opérationnel sur vos propres applications, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, et de là, vous pouvez voir bien ce que vous avez comme tab. Voilà, on voit bien qu'on a, par exemple, c'est Food Items. Si on sélectionne tout, vous avez vu, c'est comme votre SQL habituel. Hein, donc si vous connaissez déjà SQL, SQLite, vous le connaissez quasiment aussi, à part les quelques petites commandes là. On sélectionne tout depuis Food Items. Select étoile from, hein. Il sait pas écrire des requêtes SQL simples. Voilà, on a bien tout notre bazar, et si on veut avoir que les choses, c'est pareil, comme dans n'importe quelle base de données. Where, comment c'est quoi, c'est email égale bob.smith @gmail.com, c'est ça. Voilà, donc ça marche aussi, hein. On voit tout ce que a uniquement Bob Smith. Et voilà, ce qui marche pas bien, une fois qu'on veut l'intégrer avec un back-end, on a un and title like. Eh bien là, vous avez vu, dans la console, vous allez voir, ça marche sans problème. Qu'est-ce qu'il a? Comme, il a du chicken wings, par exemple. Where, like, et quelque chose qu'il pourrait avoir avant. Et après, in, comme dans wings. Pas de problème quand on est dans la console. Il me trouve non seulement avec le fin, puisqu'il y a in et wings. Hein, donc je me suis dit, ça implémenté, c'est peanuts, ça va me prendre, un pomodore, 50 minutes. Eh bien, non, ça m'a pris des heures. Ça m'a pris bien 4 fois plus. Parce que quand on veut intégrer ce simple like, là, dans les requêtes paramétrées dans le back-end, il me l'échappait, mais pas comme il faut. Quand j'essayais d'échapper, il comprenait plus. Enfin bref, c'était un bazar. Et même ChatGPT m'a mis sur une mauvaise piste. Je vois en 3 secondes la réponse qui sort. Je dis, merde, j'ai perdu 3 heures. Avec ChatGPT, j'aurais mis 3 secondes, sauf que la suggestion de ChatGPT, elle était mauvaise aussi. Donc j'y suis quand même arrivé par une gruge. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces abstractions qu'on met dans tous les sens? Est-ce que, à un moment donné, vous êtes allé sur cette piste un peu plus épurée pour essayer de gagner en performance sur vos applications web? Alors j'ai conscience qu'on a besoin sur son CV d'avoir des frameworks, que ce soit Front, que ce soit Angular, React, Vue, mais sur des projets perso, est-ce que vous êtes essayé déjà à éliminer le plus d'abstractions possible? Est-ce que comment vous avez été agréablement surpris du résultat? N'hésitez pas à commenter, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.